Médecin obstétricienne, mais aussi gestionnaire, fondatrice de la Maison des femmes de Saint-Denis en 2013. Elle est bardée de diplômes, elle est blindée, parce que non seulement elle a étudié la médecine, mais elle a aussi étudié la gestion, l'administration. Mais elle a surtout une grande sensibilité à l'endroit des femmes, qu'elle répare, certes avec la médecine, mais aussi à travers la parole, à travers les groupes de discussion, à travers le théâtre. Bref, Rada, vous redonnez confiance aux femmes et à partir de là, tout devient possible. Merci. Merci à l'Observatoire, merci à Fawzi, merci à Jamila de m'avoir invitée. Quand j'ai vu le thème, je me suis demandé pourquoi on m'invitait, parce que je ne suis pas philosophe, je ne suis pas journaliste, je ne suis pas activiste, mais c'est vrai que j'ai quand même une vision de l'universalité pour une moitié de l'humanité, une grosse moitié, les femmes. Et c'est vraiment celle qui me concerne. Évidemment parce que je suis gynécologue, mais aussi parce que je suis une femme. Et je suis une femme qui est née dans une partie du monde, le Liban, qui s'enorgueillissait d'être un pays multiculturel, plurireligieux, ou dans l'autre sens comme vous voulez. Et cette belle harmonie a volé en éclats dans les années 73-74, parce que c'était un pari assez difficile à tenir. Hélas. Évidemment, ce que je suis devenue, je le dois à mes origines, je le dois à la génétique, je le dois à mes parents, mais je dois énormément à la Mission laïque française, parce que je suis un pur produit de cette institution qui, comme vous le savez, a des écoles un peu partout dans le monde, et notamment dans des pays développés, en voie de développement, bon, il y en a même aux États-Unis, et qui promeut justement la francophonie, la France des Lumières, la laïcité. Et je crois que c'est parce que j'ai été biberonnée à tout ça depuis l'âge de 3 ans que j'ai pu m'affranchir de ce communautarisme, de tout ce qui pèse sur les femmes, et on le sait encore plus dans les cultures méditerranéennes ou africaines ou asiatiques. Et ce qui m'a permis justement de comprendre que le destin des femmes, elles devaient le prendre elles-mêmes en main, sinon il ne se passerait pas grand-chose. Et donc, je suis très heureuse d'être là, parce que Fawzi m'a expliqué qu'il m'invitait aussi parce que j'avais le prix Simone Veil. Et Simone est pour moi une grande universaliste, parce que cette femme juive qui a passé des mois d'horreur dans un camp à cause de sa religion, a réussi à s'en sortir, a réussi à reprendre des études, a réussi à monter des échelons politiques impensables pour une femme de cette époque, à construire une famille, et elle a porté une loi qui, je pense, a sauvé des milliers de femmes. Et pourtant, ce n'était pas tellement son projet, ce n'était pas tellement son parti politique. Elle est allée à l'encontre des siens, et elle a porté à bout de bras cette loi grâce à laquelle nous pouvons, nous, aujourd'hui gynécologues, faire des IVG en toute sérénité, sans se faire tuer, comme dans d'autres pays, comme par exemple les États-Unis, et grâce auxquels les femmes peuvent bénéficier de cette prise en charge. Et vraiment, Simone est un modèle pour toutes les femmes, et comme elle, je suis du côté des femmes. Et évidemment, j'aborde les femmes par l'angle de leur santé, parce que je suis médecin. Mais être gynécologue, c'est aussi avoir une vision de la femme dans la société, dans sa famille, dans son travail, parce que les femmes nous parlent et nous racontent énormément de choses. Ce qui m'a permis d'ailleurs de m'engager pour leurs droits dans la promotion et la protection de l'IVG. Vous savez qu'on a énormément de chance en France. On a le droit à l'IVG, on a l'accès à la contraception gratuite, anonyme pour les mineurs, on a des plannings familiaux que le monde entier nous envie. Et ça reste quand même fragile, parce que tous les 4 matins, quelqu'un a l'idée, comme pour la laïcité, que finalement c'est peut-être quelque chose à arrêter de toute urgence.
D'autres combats ont pu être les miens, comme par exemple l'accès de la PMA pour les femmes homosexuelles. Et je les ai accompagnées en Europe vers des centres où c'était possible, parce qu'en France, ça ne l'est toujours pas. Et c'est une injustice supplémentaire. Je me suis aussi engagée pour le droit à la bientraitance dans la naissance. On a beaucoup entendu parler des violences obstétricales depuis quelques années. Il nous faut sans arrêt nous mobiliser pour que le soin reste bien traitant et bienveillant, notamment envers les plus vulnérables que sont les femmes précaires et les petits-enfants. Depuis 5 ans, j'ai voulu aller un peu plus loin en créant cette fameuse maison des femmes, parce qu'il y a encore des choses qui, dans un centre de santé, un hôpital standard, ne sont, de mon point de vue, pas assez bien prises en charge. Je pense à toutes les conséquences du viol, des agressions sexuelles, déjà le viol sur la santé psychique des femmes. Et puis quand les femmes sont enceintes après un viol, c'est extrêmement difficile pour elles de se faire avorter, sitôt qu'elles ont dépassé le terme légal de l'avortement, parce que toutes les religions s'en mêlent et justement, il devient extrêmement indécent et impossible d'avorter. Et ça, c'est un vrai combat. Le droit d'asile, notamment pour les femmes homosexuelles, nous sommes très sollicités à la Maison des Femmes par des femmes originaires d'Afrique qui ont dû fuir parce qu'elles étaient menacées de mort en raison de leur orientation sexuelle. Et évidemment, nous leur faisons des certificats et nous essayons de faire en sorte de faciliter leur droit d'asile. Et d'autres sujets, comme par exemple l'hymen, ce petit organe sacro-saint, qui, de communauté en communauté et de religion en religion, a pris une importance extrêmement anormale. Et moi, je suis toujours sidérée par les jeunes femmes qui viennent me voir en me disant qu'elles ont vécu une histoire d'amour avec quelqu'un qui n'était pas compatible avec leur religion et que maintenant, leur famille leur demandait d'épouser quelqu'un qui allait bien avec et qu'évidemment, cette personne exigeait d'elle qu'elle soit vierge et que la seule façon pour elle d'être vierge, c'était de tricher. Et ça encore, c'est une violence, de mon point de vue, que l'on fait à ces femmes et à ces jeunes filles, parce que ce n'est pas forcément leur choix, parce que ces mariages ne sont peut-être pas des vrais mariages forcés, au sens traditionnel, mais ce sont des mariages arrangés, parce que la jeune femme est prise dans un étau, et sa communauté veut absolument qu'elle se marie dans la communauté, avec cette personne-là, et que son libre arbitre est complètement bafoué. Évidemment, ça m'amène à parler de l'excision. Vous en avez entendu quelques mots dans la vidéo. C'est vrai que l'excision occupe maintenant une grande partie de mon activité parce que je suis en Seine-Saint-Denis, parce que c'est une terre de migration, parce que nous avons énormément de patientes qui viennent d'Afrique subsaharienne ou qui sont nées en France, originaires de ces pays-là, qui sont françaises et qui ont été excisées à l'occasion d'un retour au pays pendant les vacances. Et pour les femmes qui sont nées en France, le problème, c'est qu'on n'a pas réussi à les protéger suffisamment, malgré énormément d'efforts qui sont nés en Seine-Saint-Denis. Je veux rendre hommage au docteur Emmanuel Piette, qui a monté toute cette protection en PMI des petites filles avant qu'elles ne partent au pays pour qu'on les examine et qu'on s'assure à leur retour qu'elles n'ont pas été excisées. Ça, c'est un travail de prévention extrêmement important qu'on essaie de prolonger. Et puis, on prend en charge les femmes qui, malheureusement, ont été excisées ailleurs pour les réparer. Et l'excision est un exemple absolu, parce que l'excision, tout le monde pense que ça a un fondement religieux. Et les gens vous opposent, alors qu'ils n'en savent absolument rien, que c'est impossible de ne pas la faire parce que c'est le prophète qui l'a demandé. Or, le prophète n'a absolument rien demandé. Et les gens se sont saisis de cette coutume qui date de plus de 5000 ans, puisqu'on sait déjà que les pharaons excisaient leurs femmes et leurs filles pour la perpétuer, parce que, très certainement, c'est une occasion de plus, avec l'hymen, de mettre la main sur le désir des femmes, le plaisir des femmes, leur accès à une vie sexuelle plus épanouie. Et c'est pour ça que prendre en charge l'excision dans la maison des femmes est pour nous une évidence. Au-delà de l'excision, nous sommes engagés, et j'y tiens énormément, dans un programme qui s'appelle « Des gynécologues à la rencontre des adolescents ». Alors, parce que je pense, et en paraphrasant un petit peu Ibn Rushd qui dit que c'est l'ignorance qui mène à la violence, Ibn Rushd c'est Avicenne, je suis absolument persuadée de ça, et c'est pour ça que je pense qu'il faut qu'on aille dans les lycées et les collèges et qu'on écoute ces adolescents qui eux aussi sont victimes du communautarisme, qui eux aussi sont victimes d'une éducation violente, d'une éducation où les pères sont obligés d'avoir des modèles super virils à montrer à leurs petits garçons, lesquels petits garçons s'empressent
de les reproduire, de vouloir contrôler la sexualité de leurs sœurs, voire la tenue vestimentaire de leur mère. Et c'est en discutant avec ces enfants, qui sont parfois d'une homophobie crasse, qui sont parfois d'une violence extrême, que nous espérons faire un petit peu avancer l'humanité et l'universalisme. Et cette action nous occupe énormément, nous y croyons très fort, parce que je pense que c'est par l'éducation, c'est par l'école que nous allons progressivement bouger, et notamment dans ce département. Et je vous remercie beaucoup pour cette invitation.